Nous n'avons pas assisté à une ville morte. On a assisté à une journée active, puisque le Guinéen, l'émancipation l'a conduit à décider objectivement de ce qu'il doit faire. Le Guinéen n'aime plus la violence. Et donc l'opposition qui manque d'arguments et de raisons pour déclencher une ville morte est prise à court par les citoyens. Donc c'est un lamentable échec pour l'opposition. Elle doit comprendre que la population n'est plus avec elle. Donc nous demandons à la population en général, aux militants en particulier, de suivre ce qui est objectif, ce qui est réel, et de ne pas suivre ce que l'opposition est en train de programmer pour la Guinée et les Guinéens. La violence, il faut que tout le monde s'en méfie. Il faut que nous agissions tous pour renforcer la paix et l'unité dans notre pays. Il faut que nous agissions tous pour renforcer la stabilité, la paix, l'amour entre tous les Guinéens. C'est ce que nous demandons à tous les Guinéens, quelle que soit leur sensibilité politique. Oui, bonjour. Eh bien, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'opposition républicaine. Quelles leçons avez-vous tirées de la journée ville morte de ce jeudi 2 avril 2015? Écoutez, je crois que nous pouvons en tirer tous une double leçon. La première, c'est que la population guinéenne, en particulier les populations de Conakry, ont massivement répondu à notre mot d'ordre de journée ville morte. Nous ne nous attendions pas à ce que 100% des activités soient interrompues et que 100% des citoyens de Conakry participent à cette journée ville morte. Mais je peux dire que massivement, les Guinéens ont répondu favorablement, se sont abstenus de se rendre à leur lieu de travail, se sont abstenus de circuler, ce qui fait que Conakry a donné hier le visage d'une capitale où la circulation est totalement fluide, où les magasins et boutiques étaient fermés, où le port n'a pas connu d'activité puisqu'on n'a pas vu de camions chargés de marchandises en sortir, où les marchés étaient complètement déserts. Je crois qu'il faut dire que ça a été une grande réussite et ceci n'est qu'un départ. La deuxième leçon que nous pouvons en tirer, c'est que il est possible d'organiser ce type de manifestation sans violence ou en tout cas sans conflit, sans confrontation majeure entre forces de l'ordre et manifestants. Et je crois que c'est tout à l'honneur des forces de l'ordre, mais aussi et surtout tout à l'honneur des manifestants. En dehors de quelques échauffourées, je crois qu'il n'y a pas eu de confrontation majeure. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et tout ceci conforte l'opposition dans ses dispositions, dans les propos qu'elle a toujours tenus, à savoir que lorsqu'il n'y a pas de provocation, lorsque les forces de l'ordre se contentent d'encadrer nos manifestations, généralement, il n'y a pas de violence. Alors, et maintenant, quelle sera la prochaine étape après celle d'hier? Comme vous le savez, nous avions annoncé qu'on entrait dans un cycle de manifestation. Nous allons aller crescendo. La journée d'hier est juste un coup de semonce que nous lançons aux autorités, en espérant que le signal va être perçu, va être compris. Et sinon, nous allons enchaîner dès la semaine prochaine avec d'autres manifestations qui peuvent être des villes mortes, des sit-ins ou tout simplement des marches pacifiques. Vous savez que cette crise est née du refus du gouvernement et de la CENI de respecter leurs engagements respectifs en ce qui concerne la gestion du processus électoral et en ce qui concerne plus généralement la gouvernance politique exercée dans le pays. Et les accords que nous avons signés sont systématiquement violés. L'opposition que nous sommes est systématiquement tenue à l'écart de toutes les décisions concernant le processus électoral et on nous met devant des situations de fait accompli dans le seul but de nous amener à des élections dont les résultats sont programmés d'avance. Donc c'est pour cela que nous avons donc décidé, en raison du déficit de dialogue et surtout du déficit de confiance entre l'opposition et le pouvoir, qui même lorsqu'ils signent des engagements ne les tient pas, va jusqu'à les contester. Alors nous avons donc décidé d'entrer dans un cycle de manifestation ininterrompu jusqu'à ce que nos revendications soient prises en compte. Donc dès la semaine prochaine, on va vous décliner la prochaine étape, la prochaine phase de notre cycle de manifestation. Et en tout cas, ce seront des manifestations ininterrompues. C'est ce que nous avons prévu et nous espérons que nous n'irons pas jusqu'au terme de ce cycle et que les autorités vont savoir raison garder et nous amener donc à des revirements de leur part pour que le processus électoral soit remis sur les rails, pour que la Constitution et les lois de la République soient respectées. Pas de déficit de dialogue. Pourtant, le ministre de la Justice vous a envoyé une correspondance pour vous demander de revenir autour de la table. Est-ce que vous comptez y aller sans préalable? Vous savez, c'est récurrent. Chaque fois que nous programmons une manifestation, nous recevons un courrier nous invitant à un dialogue. Dès que la manifestation a lieu, on oublie complètement cette initiative et puis on retombe encore dans le statu quo. Depuis plus de 4 mois, maintenant 5 mois, nous sommes en discussion avec le ministre de la Justice, le président du cadre du dialogue, simplement pour nous accorder sur un ordre du jour. Vous vous rendez compte? 5 mois pour discuter de l'ordre du jour. À plus forte raison, parler du calendrier des rencontres et à fortiori, s'entendre sur la substance même de ce dialogue.
Donc nous avons compris que ce pouvoir ne veut pas de dialogue. Chaque fois qu'il y a un dialogue qui se prépare, on l'annonce tambour battant, mais lorsqu'il faut y aller, lorsqu'il faut aller à la table de négociation, on utilise des arguments fallacieux pour ne pas aller au dialogue. Et même lorsque le dialogue a lieu, soit on ne signe pas de conclusion, soit les conclusions signées sont systématiquement violées. C'est pour ça, cette fois-ci, nous avons donc demandé un minimum de préalable pour nous garantir de ces revirements spectaculaires auxquels nous commençons à nous habituer avec le pouvoir. Premièrement, nous avons exigé qu'avant qu'on discute de ce dialogue-là, il faudrait d'abord, premièrement, que les conclusions, les résolutions des dialogues antérieurs, je vais parler du dialogue qui a eu lieu en juillet 2013 et qui a amené à l'accord politique interguinéen du 3 juillet, il y a les conclusions de ce dialogue, il y a celles qui sont contenues dans le relevé de conclusions que le pouvoir n'a pas voulu signer. Il y a également, disons, des dispositions qui sont convenues dans le cadre de la politique de gouvernance politique générale, à savoir les problèmes liés à la poursuite judiciaire des auteurs et commanditaires des actes de violence qui ont émaillé nos manifestations en 2012-2013. Il y a également les indemnisations des victimes et de leurs ayants droit. Il y a également la neutralité du service public, dont on ne parle plus maintenant du tout. Il y a le libre accès et l'accès surtout équitable, l'accès équitable de toutes les sensibilités politiques aux médias de service public. Toutes ces dispositions sont contenues dans tous ces accords et aucune de ces dispositions n'est même évoquée aujourd'hui par le gouvernement, à plus forte raison qu'ils les mettent en application. Nous avons aussi exigé que la CENI, évidemment, gèle les activités liées au processus électoral, car il ne sert à rien d'aller à un dialogue si c'est pour nous mettre devant un fait accompli, en arguant qu'il y a des activités qui ont été menées par la CENI et sur lesquelles on ne pourrait pas revenir. Alors, nous avons demandé à ce que la CENI annule purement et simplement le programme électoral, car forcément le dialogue va se pencher sur cette question. Si dialogue il y a, ce serait donc totalement absurde que ce chronogramme soit maintenu, ce qui rendrait totalement sans objet le futur dialogue. Si ces conditions sont réunies, nous allons accepter de discuter maintenant du cadre du dialogue. C'est-à-dire le cadre du dialogue, ce sont les participants, ceux qui vont être autour de la table, et ceux qui vont être là aussi pour être les témoins de ce dialogue-là, et ceux qui vont être les facilitateurs. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur le cadre du dialogue, et par après, évidemment, qu'on se concentre sur le menu, sur l'ordre du jour, sur quoi on va discuter. Alors, si ces conditions ne sont pas... Oui. À supposer que la CENI reste camp sur ses positions, c'est-à-dire à savoir la présidentielle avant les communales, irez-vous à la présidentielle qui est quand même dans un délai constitutionnel? D'abord, je répondrai que nous n'irons pas à un dialogue si ces conditions ne sont pas réunies. Parce que ce serait un dialogue faire valoir, un dialogue sans objet, un dialogue alibi pour faire croire à l'opinion nationale et internationale que ce gouvernement est ouvert à la concertation avec sa classe politique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et pour ce qui concerne les élections présidentielles, nous avons toujours dit que nous estimions que le chronogramme qui les concerne était tout à fait légal, puisque les élections sont prévues dans la période constitutionnelle qui est prévue. Bon, mais nous avons dit qu'il faut qu'elles soient précédées des élections communales. Et nous pensons que c'est possible. Et tout ce que nous faisons maintenant, ces manifestations, cette communication que nous faisons, va dans le sens de la modification du calendrier des élections, de manière à ramener les élections communales avant les élections présidentielles du 11 octobre 2015. Donc pour nous, il n'est pas question de boycotter les élections présidentielles, il est question d'imposer à ce pouvoir le respect de la Constitution et des lois de la République par l'organisation préalable des élections communales. Nous avons apprécié une certaine prise de conscience, surtout de la jeunesse qui n'a pas voulu profiter pour faire de la violence. Une partie est restée à la maison, c'est vrai. Ceux qui ont pu vaquer à leur occupation n'ont pas été empêchés, ce qui était appréciable. Ça a été partiellement suivi. Revendication, conditionnalité du dialogue, je trouve que ça c'est toujours de la politique politicienne. Pour faire la démocratie, c'est un processus très long. Encore une fois, j'en profite pour inviter l'opposition à répondre rapidement à la main tendue du pouvoir pour que, dans un bref délai, dès la semaine prochaine, qu'on puisse se retrouver autour d'une table pour discuter. Monsieur Sidya Touré, vous avez appelé hier à une journée ville morte. Pour commencer, quel bilan vous tirez de cette journée d'hier? Le problème, ce n'est pas tellement le bilan. Il faut surtout comprendre pourquoi est-ce que nous avons été obligés de demander cette ville morte. À mon sens, nos militants ont suivi nos consignes. Je pense que l'objectif, c'était de donner une alerte au gouvernement pour dire que nous devons sortir de ce genre d'affrontement politique inutile et faire en sorte que quand les élections sont arrivées à échéance, les mandats sont terminés, que cela se tienne, c'est ce que prévoit la loi.
Et donc, c'était une bonne alerte et je crois que cela servira pour que nous puissions aller de l'avant dans ce pays. C'est ça notre objectif, c'était pas tellement de compter les gens dans les villes mortes. Eh bien, maintenant, revenons sur le processus électoral dans notre pays. Ce processus est en panne en ce moment. L'opposition tend, plutôt le pouvoir tend une main pour aller autour de la table, mais pour le moment, l'opposition refuse. Pourquoi vous refusez d'aller autour de la table avec... La question posée comme ça n'a vraiment pas de sens. Ah bon? N'oubliez pas ici qu'on a fini les élections présidentielles en 2000, législatives 6 mois après. L'opposition a dû manifester pendant 2 ans et qu'il y ait près de 60 morts pour obtenir qu'on installe une Assemblée nationale. Dans quel pays vous avez vu ça? La loi est là, elle est très claire, on ne veut pas voter, vous voulez qu'on fasse quoi? Le problème des élections communales, c'est exactement la même chose. Nous avons, la loi veut que quand les mandats sont arrivés à échéance, les maires soient renouvelés. Nous ne l'avons pas fait en 2011, 2012. 2013, nous avons été aux négociations, on a fixé la date pour que cela puisse se faire. On sort de là, on vous dit oui, on va signer les relevés des conclusions, tout le monde disparaît. Chaque fois que vous essayez de demander une manifestation, ou bien que vous quittez l'Assemblée nationale comme en 2014, on vous propose une négociation, mais qui n'aboutit nulle part, puisque de toute façon, une fois que vous êtes d'accord, ils vous disent non, nous on n'a jamais signé ça. 2013 ça a été pareil, 2014 ça a été pareil. Vous voulez qu'on aille négocier quoi? Tout ça figure dans les relevés des conclusions de 2014. Ce qui manque, c'est l'applicabilité. Oui, mais ceci dit, pour vous maintenant, quelle est la solution pour une sortie de crise? Il faut que la CENI arrête de continuer à faire ce qu'elle fait. Il faut absolument que ce chronogramme soit retiré et qu'on revienne aux conclusions que nous avons signées en 2014. C'est quand même avec des gens que nous avons eus en 2014, c'est quand même avec ce gouvernement que cela a été, c'était pas un autre gouvernement. C'est une réunion qui était présidée par le ministre de la Justice. Je dis, moi j'ai même honte pour mon pays. Les choses qui se déroulent partout normalement, à chaque fois ici, depuis 5 ans, le débat ne tourne qu'autour des élections. Depuis 5 ans. Il faut que les Guinéens comprennent. L'objectif de ce gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on ne parle pas de son bilan. C'est pourquoi on a relancé ce nouveau problème entre nos pattes, pour qu'on n'ait pas d'autre débat à voir que cela. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Oui, Alpha Madi. Oui, Monsieur Touré, c'est vrai qu'on parle des élections maintenant là, mais toutefois, il faut qu'il y ait une sortie de crise. Vous dites que vous énoncez les conditions de la sortie de crise. Mais il faut que vous dialoguiez avec des gens pour que... Oui, il faut... Si vous permettez, il faut que vous dialoguiez avec des gens pour qu'il y ait sortie de crise. Vous avez fait une manifestation, donc vous avez appelé à une journée ville morte qui a eu lieu. On ne sait pas si ça a eu l'effet que ça devait avoir. Maintenant, quelles sont les marges de manœuvre que vous avez pour que ce gouvernement et cette CENI parviennent à réaliser ce que vous voulez? C'est pas ce que nous voulons. Ce qui est normal et qui est légal dans tous les pays comme la Guinée même. C'est ça qu'on annonce. Nous avons négocié 2013. Nous avons signé des accords. Cela n'a pas été appliqué. Nous avons dû quitter l'Assemblée nationale en 2014 pour qu'on recommence encore à dialoguer. Nous avons eu des conclusions. Ils ne sont pas respectés. Pendant ce temps, la CENI continue de faire ce qu'elle fait sur les instructions du gouvernement et du président de la République. On va aller s'asseoir pour parler de quoi, ce dont on n'a pas parlé en 2014. On en a déjà parlé. Les conclusions sont là, ils sont connus. En attendant, il s'agit de donner sa bonne foi pour dire que la CENI va s'arrêter pour que nous puissions discuter. Nous ne pouvons pas continuer à discuter pour qu'on nous dise « Ah, maintenant on est à 4 mois de l'élection présidentielle, c'est trop tard ». Ça, c'est quand même un peu enfantin, non? Alors, qu'est-ce qui est prévu maintenant, M. Touré, après cette journée ville morte? Écoute, je demande à tous les Guinéens, y compris vous-même, de faire en sorte que votre pays soit qualifié en matière démocratique. Et que les mandats des députés sont échus, on doit tenir les élections, on n'a pas besoin d'attendre que l'opposition manifeste pour cela. Les mandats des maires sont échus, on doit tenir les élections, on ne doit pas attendre une manifestation de l'opposition pour cela. On les a remplacés par une délégation spéciale. Regardez dans les textes, vous verrez très clairement que cela ne peut tenir que 6 mois de façon totalement péremptoire. La loi ne prévoit aucune prorogation. Nous l'avons prorogé dans le cadre des accords. Pourquoi est-ce que vous voulez que cela ne se fasse pas? Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que l'opposition pense, qu'est-ce que la Guinée devient. Nous, on fait quoi exactement? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Monsieur Sidya Touré, vous étiez parmi ceux qui ont signé cette déclaration de Paris où vous avez parlé de l'illégitimité
du président Alpha Condé. En quoi vous vous êtes fondé pour annoncer cela? En condition, à partir de tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est nous qui disons que nous ne reconnaissons pas sa légitimité. C'est notre droit le plus absolu. On n'a pas dit qu'il est illégal, on a dit qu'en ce qui concerne sa légitimité, nous trouvons que c'est compromis dans la mesure où vous passez votre temps à ramer contre la loi tous les jours. Ce matin, il y a encore un débat sur la Cour constitutionnelle. La présidence veut imposer absolument un magistrat à la place de ceux qui doivent voter. C'est ce genre de choses qui font que nous estimons que les institutions, qui sont le fondement de la démocratie et de la République dans notre pays, si c'est bafoué par le chef de l'État, on dit nous ne reconnaissons pas sa légitimité, c'est de ça qu'il s'agit. Et oui, en parlant des institutions, on a remarqué ces derniers temps une cascade de mise en place de ces institutions-là. Qu'est-ce que cela... Après, simplement pour trouver une cour qui va proclamer les résultats de la présidentielle pour lui, vous trouvez ça normal que depuis 5 ans, des textes ont été votés, ces lois sont votées, que ces institutions ont été créées par l'Assemblée, par le Conseil national de transition. On demandait simplement une promulgation au président de la République. Depuis 5 ans, ça n'a pas été fait. Vous voulez le féliciter pour ça? Non, alors, on monsieur... voulait juste avoir votre point de vue par rapport à ça. C'est-à-dire, quand on parle de ça, nous, on a l'impression que d'un côté, il y a l'opposition, de l'autre côté, il y a le pouvoir, et que les Guinéens eux-mêmes, eux, ils n'existent pas, et ils sont là pour compter les points. Le problème est de savoir où est-ce que nous allons. Les institutions ne sont pas un jouet entre les mains d'une partie de ces institutions. Vous avez la justice qui est indépendante, vous avez, comment vais-je dire ça, l'Assemblée nationale, et vous avez l'exécutif. L'exécutif, quelqu'un ne peut pas à ce niveau-là essayer de caporaliser tout ça en même temps. Dans un autre pays, ça aurait été considéré comme un parjure. Un président de la République ne peut pas garder en sa possession des textes de loi qui sont votés par une Assemblée nationale, refuse de les promulguer, ou quand il faut les promulguer, ça a été le cas de l'institution nationale des droits humains, on les modifie à la présidence de la République sans les envoyer en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il faut que les Guinéens s'intéressent au fonctionnement de leurs institutions, des lois qui fondent la République, pour que de temps en temps, en dehors des questions d'opposition et de machin, vous soyez à mesure de critiquer cela et dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi dans les autres pays, les choses vont comme un fleuve tranquille, et que tous les jours ici, nous avons des crises. Mais ça, c'est la volonté de ceux qui nous gouvernent. Oui, Madi. Oui, Monsieur Touré, est-ce qu'il ne faut pas tout de même avoir une dose de confiance? On sait que au Nigeria, par exemple, il y a l'opposition qui vient d'arriver au pouvoir. Là, ça a été possible. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une dose de confiance à vos partenaires d'en face? Écoutez, la dose de confiance, elle est partie de quoi? Vous avez une CENI là-bas qui est indépendante, que personne n'a critiqué. Ça, c'est un. Deuxièmement, le recensement biométrique, personne ne l'a critiqué, parce que tout le monde y a été associé. Quand vous savez que les fondements qui font quand vous pouvez aller aux élections dans des conditions transparentes, mais vous vous inquiétez pas, la preuve c'est qu'ils ont gagné. La preuve c'est que les gens ont reconnu. Vous avez vu quelles conditions nous avons fait les élections législatives en Guinée? Combien de jours il a fallu pour aller compter nos voix à Kaloum? Pour 135 PV. Au Nigeria pour... combien? 80 millions de votants, on a compté ça en 48 heures. Il faut pas comparer des choses qui sont pas comparables. Et oui, justement, on va rester sur le Nigeria. Qu'est-ce que cela vous inspire, l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari, qui est un opposant, qui bat un président sortant? Écoutez, ça prouve que simplement que si les populations comprennent jusqu'où vont leurs propres intérêts, que le pays pense que vraiment c'est le moment de faire une alternance, nous devons nous mobiliser par rapport à cela. Et cela demande vraiment deux choses importantes que moi j'ai remarqué à ces élections. Premièrement, on voit que l'organisation a été absolument transparente et que ce n'est pas un débat sur la CENI, sur les représentations. Tout le monde a été représenté, tout le monde a désigné les gens et tout le monde a participé de manière publique à ces dépouillements à la CENI. Ça ne s'est pas fait en dehors des gens. On n'a pas été concocté ça dans une salle pour venir proclamer, non. Tous les jours, on vous dit, bon, voilà les décomptes. Quand vous travaillez dans ce cadre-là, c'est ce que nous demandons, on va de l'avant. La deuxième chose, je dois vous concéder que l'opposition a su faire front en faisant en sorte qu'ils aient un candidat consensuel et qui a été rallié au-delà des zones qui lui étaient propres, ce qui aurait entraîné encore une dernière perte. Donc, et lui et d'autres, je crois que la zone de Lagos et tous ces gens se sont ralliés à lui qui sont du sud. C'est très important donc que l'unité se fasse autour d'un candidat pour qu'on puisse essayer
de gagner ces élections cette année. Eh bien oui, justement, en parlant de la Guinée, il y a que cette volonté qui a été émise par l'UFR de faire front commun, c'est-à-dire une candidature unique. Est-ce que ça renforce un peu votre position, ce qui est arrivé au Nigeria? Non, ce n'était pas une idée de l'UFR, je vous le dis en passant. Ah bon? Ce sont des gens à gauche, à droite, notamment sur le net, au niveau de la société civile, qui ont lancé cette idée. Maintenant, moi, je dis toujours la même chose. Si ce n'est pas ça la solution, quelle est la solution? Comme la propose. L'essentiel pour moi, c'est que nous devons aller à l'alternance. Si on a quelque chose de sûr par rapport à ça, on s'y attachera. En attendant, je n'en vois pas. Je suis prêt à écouter cela de tous côtés. Ce n'est pas une proposition de l'UFR en aucune manière. L'avant-dernière question, oui. D'accord, on sait, M. Touré, que ça a été une réussite du côté du Nigeria. Si ça doit être une réussite ici en Guinée, quels sont les critères de choix du candidat unique? Ne me mettez pas à rentrer dans des débats de ce genre. Quand le problème se posera, on fixera les critères, on fixera de quelle manière est-ce qu'il faut aller à cela. C'est l'idée déjà. Est-ce que ce qui est le plus important, ce n'est pas le départ d'Alpha Condé? Si c'est le cas, oui, il faut commencer à réfléchir à la manière dont cela peut se faire. Maintenant, si on estime que les ambitions personnelles, même si on ne réunit pas, c'est plus important que de changer le régime qui est en Guinée, il faut se poser la question pourquoi est-ce que nous sommes dans des partis d'opposition. La dernière question, c'est un auditeur qui vient de nous envoyer un texto, M. Sidia Touré. Eh bien, c'est M. Sode Bessia. Il demande si le président Alpha Condé venait autour de la table, est-ce que c'est des garanties nécessaires pour vous d'aller? Ça n'a rien à voir. Arrêtez de parler de dialogue. Revenez sur les lois. Est-ce que c'est normal que nous ayons, disons, des délégations spéciales depuis 5 ans alors que la loi guinéenne dit que c'est 6 mois? C'est de ça qu'il s'agit. Là, on ne dialogue pas sur ça. Ce sont des faits de droit clairs, nets et précis. Est-ce que c'est normal que le mandat des députés arrive à échéance et qu'on ne le renouvelle pas? Que le mandat des maires arrive à échéance qu'on ne le renouvelle pas? Mais qu'on dise, il faut qu'on renouvelle absolument le mandat du président de la République. Voilà la question fondamentale. Ce n'est pas un problème de dialogue. Et je reviens encore à vous dire, nous avons eu un dialogue en 2013. Cela n'a pas été appliqué. Nous avons dû quitter l'Assemblée nationale pour avoir un dialogue en 2014. Dès que nous avons quitté la salle et que nous étions tous d'accord sur les termes et relevé des conclusions, une fois arrivé chez Alpha Condé, il a dit qu'il n'en veut pas. Ce sont ces choses-là qui font que la confiance est totalement rompue et que cela ne sert à rien parce que on se sert de ça pour dire moi je connais la politique. Et la politique consiste à mentir aux gens tous les jours et à faire en sorte qu'on fasse des promesses qu'on ne tient pas. Bien sûr que là, dans ce cas, moi par exemple, je ne suis pas un connaisseur de la politique. Nous avons pensé qu'on rentrait dans ce métier pour qualifier la démocratie dans notre pays et faire surtout en sorte que la pauvreté soit réduite. Malheureusement, on ne travaille pas sur la réduction de la pauvreté, sur l'amélioration des conditions de vie. Et chaque fois que vous voulez élever le débat sur les infrastructures, l'électricité, l'eau, la paysannerie, l'agriculture, on vous balance un processus électoral et toutes les radios s'enflamment en Guinée autour de ça pendant des mois et on laisse de côté les vrais problèmes pour lesquels on entre en politique. C'est pas pour parler des élections, on entre en politique pour faire en sorte que vous appliquez un programme qui permet à vos concitoyens de faire avancer leurs conditions de vie. Sans ça, la politique ne sert à rien du tout. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Après une journée ville morte partiellement observée à Conakry, quel bilan faites-vous de cette ville morte? Moi, je pense que la journée a été largement suivie. Bien entendu, ceux qui ne se sentaient pas concernés ont continué à circuler librement. Ça fait partie des points positifs de cette journée ville morte parce que notre objectif n'est pas de gêner les citoyens qui ne se sentent pas concernés par notre mot d'ordre. Et le commerce a particulièrement suivi, les marchés n'ont pas ouvert, les boutiques non plus, et beaucoup de gens ne sont pas allés au travail, on estime que les banques n'ont fonctionné qu'à 25%, et le port autonome, pratiquement, il n'y a eu aucun camion qui en est sorti. On déplore quelques violences, notamment à Dabondi, dans la circonscription de Matam, où l'armée est intervenue énergiquement et a tiré des coups de feu, une personne serait atteinte. Mais pour l'opposition, l'objectif a été, le mot d'ordre a été largement suivi. Et on n'a pas eu de violence particulière parce que les forces de l'ordre n'ont pas souvent provoqué les gens et nous n'avons pas visiblement été infiltrés. Parce que les militants de l'opposition sont, de façon générale, font
preuve de beaucoup de retenue et respecte les consignes des états-majors. Alors, Elhadj, vous allez vous lancer dans un cycle de manifestations, comme vous l'avez dit. À quoi on peut s'attendre prochainement? On peut s'attendre à beaucoup de villes mortes et à des marches pacifiques, comme on l'a toujours fait. Nous allons naturellement continuer, nous n'arrêterons pas, bien entendu, jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Il faut le savoir, nous allons continuer. Le calendrier? Le calendrier vous sera décliné le moment venu. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que mardi, on doit continuer ces manifestations. Monsieur le Président, le ministre de la Justice a annoncé sur les ondes de Radio Nostalgie qu'il a adressé un courrier à l'opposition et il a obtenu la réponse par voie de presse. Est-ce qu'officiellement, vous avez diagnostiqué le courrier du ministre de la Justice? Est-ce que vous l'avez répondu? Nous sommes en train de rédiger la réponse. Je suis vraiment peiné que le retard si important ait été enregistré. Mais nous allons lui faire parvenir une réponse écrite où nous allons exprimer clairement les conditions de notre retour à la table du dialogue. Je n'ai pas été saisi d'une démarche allant dans le sens d'un rapprochement. Il y a beaucoup de personnalités guinéennes et étrangères qui ont demandé, qui ont recommandé d'aller au dialogue, mais sans que ça ne soit de manière formelle. D'abord, on s'en réjouit en tant qu'opposition républicaine. Nous voulons que la sécurité, l'intégrité physique des usagers de la route et des citoyens soient préservés. Notre objectif n'est pas d'exercer une quelconque violence sur nos compatriotes, mais de manifester notre ras-le-bol, nos préoccupations par rapport notamment au processus électoral et aux violations des accords librement signés et des lois de la République. Donc l'objectif de nos manifestations pacifiques, que ce soit les marches, que ce soit les villes mortes, ne vise pas les citoyens ordinaires qui n'ont commis aucune faute à l'endroit de l'opposition, mais nous voulons qu'ils comprennent que le gouvernement n'est pas pour la paix. Parce que lorsqu'on est pour la paix, on doit respecter les lois de la République, on doit respecter les droits des autres citoyens. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a fermé le dialogue définitivement depuis pratiquement l'installation de l'Assemblée avec une seule journée de dialogue dont les conclusions n'ont pas été validées par M. Alpha Condé. Et on a tout fait pour qu'on s'asseye, pour qu'on ait une visibilité par rapport à l'organisation des échéances électorales, pour qu'on trouve consensuellement les bases d'aller à ces élections. Le gouvernement a refusé et finalement il a décidé tout seul de violer l'accord du 3 juillet, de violer le relevé des conclusions qu'on avait obtenues en juillet 2014, de violer le code des collectivités, la constitution, et donc il a décliné un calendrier. Le président a donné des instructions à la CENI de ne pas faire les élections communales, alors que la CENI a tout préparé pour organiser les élections communales. Écoutez, le dialogue, nous avons décliné les conditions dans lesquelles nous pourrions retourner au dialogue. Nous avons toujours privilégié le dialogue dans nos rapports avec la mouvance. C'est M. Alpha Condé qui ne veut pas de dialogue. Si on vous donne tous les courriers qu'on a écrits depuis l'installation de l'Assemblée pour demander au Premier ministre ou au ministre de la Justice l'ouverture de dialogue pour qu'on essaye d'aplanir nos divergences autour de la table de négociation, vous allez vous rendre compte à quel point l'opposition est attachée à ce dialogue. Les manifestations nous coûtent cher. Nous coûte énormément cher et nous privilégions le dialogue, mais on veut quand même un dialogue aussi responsable. On veut qu'on nous respecte. On ne peut pas prendre toutes les décisions qui auraient découlé de la tenue des dialogues et après nous appeler pour entériner ça. Nous avons dit si le pouvoir veut qu'on établisse ensemble une base consensuelle pour l'organisation des échéances électorales, qu'il annule le calendrier qu'il a décliné, que la CENI a décliné sur instruction de M. Alpha Condé, que la CENI arrête ses activités pour qu'on se retrouve autour de la table pour définir les conditions dans lesquelles on doit organiser ces élections législatives et présidentielles. Monsieur le Président, une question de la politique guinéenne. Récemment, le Nigeria a changé de tête. Mamadou Bouhari devient le président grâce à une coalition de plusieurs partis politiques. Avec quel sentiment avez-vous accueilli l'élection de Mamadou Bouhari à la tête du Nigeria? Sentiment de satisfaction, d'abord parce que c'est une victoire de l'opposition républicaine.
mais également parce que je connais à travers la presse M. Mamadou Bouhari, qui est un homme rigoureux, qui est attaché à l'intégration de notre sous-région et qui est qui a montré sa capacité à lutter contre la corruption et d'améliorer la gouvernance au Nigeria. Donc je pense que pour l'Afrique de l'Ouest, pour le Nigeria, c'est un progrès important compte tenu des qualités reconnues à l'homme. Et maintenant, c'est vrai, il y a eu une coalition des partis de l'opposition. Je souhaite qu'en Guinée, il y ait peut-être une coalition aussi pour obtenir l'alternance qui est nécessaire, qui est absolument aujourd'hui demandée par le peuple de Guinée dans son écrasante majorité.